Le cinéma est mort, vous me dites? Émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Hein? Mais ça peut arriver. Un miracle. Ici Alfred Hitchcock. Le cinéma n'est pas mort. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B. De nécrophilie, il en sera question dans cette émission, non seulement parce que le docteur Moreau est notre invité, bonjour Antonin. Salut les kids. Et qu'en plus de ça, il va nous parler de quelqu'un dont on n'a pas encore causé dans cette émission, à savoir Alfred Hitchcock, à l'occasion de la sortie d'un coffret chez Carlotta de 5 films, hein, je dis pas de bêtises. 4 films. Voilà, les années Qu'est-ce que t'en dis des conneries? Eh bien, tu vas pouvoir rattraper tous ces problèmes plus tard dans cette émission. Donc, nécrophilie et romantisme pour la deuxième partie de cette émission. Pour la première partie de cette émission, on parlera plutôt de bagarre. C'est à l'occasion de notre visionnage d'un film qui ne sortira pas en France. Il n'y a pas de date pour l'instant de prévue, ni même en DVD d'ailleurs. Brawl in Cell Block 99, un film de Steven Greg Zahler. Je crois que ça se prononce à peu près comme ça. On va vous expliquer très vite pourquoi nous parlons de ce film. Hein. Donc voilà, comme je le disais, qui ne sortira pas a priori chez nous, mais qui est disponible bien évidemment à Los Angeles. Et les Américains doivent avoir le même souci que nous, visiblement, puisque le film n'est pas non plus sorti là-bas en salle en tout cas, mais disponible directement en vidéo à la demande. On va en causer tout de suite. Bah après ça c'est peut-être pas un problème, mais c'est surtout qu'en France tu te dis bah là il y a aucune plateforme, je pense particulièrement à Netflix ou mais il y en a d'autres qui se sont positionnés pour le passer, en sachant que le film vu qu'il est déjà été diffusé sur cette même modèle aux États-Unis, forcément il est disponible en téléchargement à Los Angeles comme on dit très facilement et dans des très bonnes qualités. Et on va parler de ce film juste après avoir écouté justement un extrait de bagarre, comme il y en a quelques-unes dans le film qui sont extrêmement chouettes. On se retrouve juste après pour vous présenter Brawl in Cell Block 99. What are you doing? Feet hurt. Well, wait till you get back to your coffin, okay? Man, I'm telling you. You want to do this? You better stop now. Motherfucker's crazy. Hands on your head. Now. Andre, you okay? What took you so long? You didn't press the alarm. I interfere with that, but he screams pretty good. Shut the fuck up. Give me a reason to turn your face into a cocktail.
Oh, don't scare me like that. I might curl up on the floor like your buddy. I know a joke. You want to hear the punchline? C'était donc un extrait de Bagarre, de Brawl in Cell Block 99, qui est disponible à Los Angeles, un film donc de Zahler, comme je le disais, qui a commencé comme romancier et scénariste, des romans. Comme musicien de black metal, je crois. Et même comme musicien de métal, en tout cas, je sais pas si du black metal. Après, je suis assez mauvais en musique. J'aime bien dire black metal, je trouve que c'est cool. Mais comme musicien, d'ailleurs, c'est lui qui se charge de la bande originale de son film, qui est superbe. Il y a très peu de musique et les musiques qu'il y a sont super cool. Mais voilà, on a pu l'entendre dans cet extrait, justement, c'est une grosse scène de bagarre comme tous les autres du film, sans une musique tonitruante. Il n'y a pas de Hans Zimmer par-dessus, c'est très très appréciable. C'est lui qui écrit ses films aussi, comme je disais, donc il est scénariste, il est romancier, il y a même un de ses projets qui va être adapté par Ridley Scott, un de ses romans qui va être adapté par Ridley Scott. Il avait commencé d'ailleurs, son premier scénario adapté, c'était The Incident, que j'avais vu aussi. Et c'était pas terrible, c'était l'histoire de deux. C'est un film belge, hein, non? Non, pas du tout. Non, je crois que c'est vraiment américain. De deux gardiens, enfin non, deux types qui bossent dans un hôpital psychiatrique, qui servent la bouffe aux tarés, et puis une nuit, du coup c'est comme le 2 pardon, ça. Tous des tracks, et en fait ils sont obligés de se planquer parce que tous les tarés de l'hôpital, du coup, veulent tuer tout le monde en fait. Donc voilà. Et c'était pas terrible en fait. Et puis il a réalisé son premier film il y a 2-3 ans, je crois, qui a eu son petit succès parmi les fans de genre. Oui, voilà, c'est ça, puisque c'était donc Bone Tomahawk avec Kurt Russell notamment, qui était un western d'horreur, vraiment, ça mélangeait le western et le film d'horreur, qui était complètement anecdotique, il y avait des choses amusantes dans le film, des images un peu cracra qui faisaient un peu plaisir, mais c'est vrai que c'était très très oubliable finalement. Et là, pourquoi aller voir ce film-là? Il faut être honnête, c'est parce qu'il vient de terminer donc le tournage d'un nouveau polar avec Mel Gibson et Vince Vaughn, qui du coup est l'acteur principal de Brawl, du film de bagarre. On va pas dire le titre entier à chaque fois. Du film de bagarre dont on parle, dans la cellule 99 du film de voilà. Donc le tournage vient de se terminer, un film sur les brutalités policières. Enfin, en tout cas avec deux flics extrêmement brutaux a priori et deux grosses moustaches et pour savoir, enfin voilà, moi j'attends impatiemment du coup un nouveau film avec Mel Gibson. Qu'est-ce qu'il a pu faire de bien? Bone Tomahawk m'avait pas particulièrement plu, et là débarquer et voir ce film de bagarre était extrêmement réjouissant. Alors je dois admettre aussi que peut-être qu'il était extrêmement réjouissant parce que je ne savais absolument rien, et je conseille à tout le monde de regarder ce film sans rien savoir. D'arrêter de nous écouter, mais qu'est-ce que vous faites devant votre poste? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Regardez ce film. Voilà. Ça ne sert à rien de nous écouter, mais ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé justement une vraie surprise et un vrai plaisir à regarder un film qui prend vraiment son temps avant d'exploser, même si dès le départ, dès les premières scènes en fait, je pense dès les 10 premières minutes, il expose déjà la violence qui va pouvoir se dégager à la fois de son personnage et de tout le reste. Parce qu'il y a une scène mémorable quand même, je trouve, dans les 5 premières minutes, où ce Vince Vaughn, qui est un acteur que je n'avais jamais apprécié auparavant, vraiment. Dans certaines comédies, il est bon, quoi. Ouais, mais non, il y avait un vrai problème, y compris dans Hacksaw Ridge de Mel Gibson. Je trouve que c'est un type que j'ai jamais trouvé à sa place dans un film finalement. Je crois que c'est pas tellement qu'il était mauvais ou moi il me procurait absolument rien, et je trouvais pas forcément à sa place, y compris dans les comédies qu'il a pu faire avec Will Ferrell par exemple. Je trouvais qu'il n'était pas à sa place. Et là, c'est la première fois que je pense qu'il a trouvé le rôle de sa vie finalement. Il est vraiment parfait de bout en bout, et c'est amusant de lire les interviews du réalisateur qui dit les producteurs auraient voulu un Woody Harrelson. C'était un rôle pour Woody Harrelson, c'est vrai, ouais. qui accumule les rôles de ce type, psychopathe, ouais. Voilà, de psychopathe. Et non, il voulait absolument pas de ça, et il a très très bien fait, je pense. Ça aurait été lourdingue. Le même chose avec Woody Harrelson, finalement ça m'aurait paru peut-être complètement téléphoné. Là, de retrouver Vince Vaughn dans ce truc-là, dans cette descente aux enfers, il y avait quelque chose d'extrêmement surprenant, et il traite extrêmement bien son personnage. C'est la force, je trouve, du film, et ce qui fait sa surprise aussi, c'est l'écriture, le fait qu'ils prennent autant de temps à exposer ces personnages, à faire qu'on s'y attache, et de laisser arriver l'action progressivement finalement, et surtout la brutalité très très progressivement, de façon très cartoonesque, sans doute on va peut-être en reparler, mais et voilà, qui crée la surprise. Donc voilà, je conseille évidemment,
peut-être trop tard pour tous les gens qui d'arrêter de nous écouter si vous ne l'avez pas vu, puisque l'un des gros intérêts du film est de découvrir justement cette descente. Mais ceci dit, après, je pense que une bonne partie du plaisir du film tient peut-être sur la surprise quelque part, parce que c'est vrai que ça peut aller assez loin, alors que le début du film n'indique pas forcément ça, que ça peut aller aussi loin dans ça pourrait être un drame social. Ça pourrait commencer comme un drame social, tout simplement. Mais c'est surtout que effectivement, je pense qu'il y a une qualité d'écriture et il y a vraiment une sorte de patte qui est assez nouvelle, je trouve. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment ce film peut arrive si bien à fonctionner, parce qu'effectivement la surprise a son rôle à jouer dans le plaisir que j'ai pu prendre à regarder ce film, mais j'aurais presque envie d'y retourner. Je trouve que le film m'habite un petit peu. J'ai envie d'y retourner. Et parce que le film peut être malaisant et en même temps être assez cool, quoi. Regardez, c'est un film dont on pourrait croire, d'après le pitch, c'est un mec pour juste pitcher vite fait le film, c'est un bonhomme qui se fait virer il est mécanicien, il se fait virer du garage, il rentre chez lui, sa femme, il découvre qu'elle l'a trompé, il se dit bon allez hop, on arrête les conneries, il faut qu'on recommence à zéro, on refait un enfant et voilà. Grosse ellipse et on le voit, 8 mois plus tard, il bosse pour un trafiquant de drogue, voilà, et il reste une sorte de bonhomme un peu digne, avec des principes, sauf avec ces contradictions près que il bosse quand même pour un trafiquant de drogue. C'est plus que des principes, c'est une vraie moralité. Oui, il est patriote, il est très patriote comme bonhomme. Il y a un truc très étrange là-dessus. Enfin, il est bourré de conflits, ce type. C'est ça. Fascinant quand même, parce qu'il est aussi il essaye de contenir sa violence de façon beaucoup trop importante, alors qu'on sent que c'est un type qui est d'une puissance assez exceptionnelle. Voilà, ça pourrait être un super héros, franchement. Mais en fait, je pense que indestructible. Ce qui est très étrange, ce qui est très mystérieux, c'est que effectivement le film a ce rythme un peu cool où tu as les scènes en bagnole, où t'as de la musique dans son autoradio et tout ça. Ça prend son temps. T'attends un accident de voiture, t'attends quelque chose. Mais tu sens que t'as de la tension et en même temps c'est assez cool. Et puis en fait, d'après ce style de sujet, tu pourrais t'attendre à justement un truc un peu série B, très sèche, qui va directement à l'essentiel, ce qui n'est pas du tout le cas du film. Là, le film, en fait, au contraire, c'est plutôt un film qui prend son temps. Le film est assez long, je crois qu'il dure 2 heures. C'est assez long par rapport à ce que ça raconte. Et j'ai l'impression que de cette durée, il fait quelque chose. Contrairement à genre, on va prendre un auteur, genre Denis Villeneuve, qui rallonge des scènes pour faire son intéressant quelque part, ou Nolan, ou plein de cinéastes maintenant qui veulent faire auteur, qui rajoutent de la durée pour faire croire qu'ils ont quelque chose de très profond à dire. Là, il y a un sens de la durée. Effectivement, de cette durée-là naît une tension, parce qu'on sent dès le départ que ça va dégénérer. Il y a un truc sur la violence qui est très étrange, c'est que effectivement, on voit que c'est un bonhomme qui est violent, parce qu'on sent que c'est quelque chose à laquelle il est fort, parce qu'il est très fort en fait. Il est capable, il a une violence quand il apprend que sa femme l'a quitté, il défonce une bagnole. On voit qu'il est très très fort pour manipuler la violence, mais on sent pas que c'est un mec violent, on sent pas qu'il a des démons ou je sais pas quoi. C'est cette destruction de voiture, elle est intéressante parce que il va démarrer en démolissant une vitre à point nu, mais après il va prendre son temps, par exemple, pour arracher les fils de la lampe. Il y a une espèce pas de maîtrise, mais en tout cas de maniaquerie presque, pour vraiment focaliser justement cette violence. Ouais. T'as un côté à la fois très brutal et très méticuleux dans la brutalité ou dans la violence. Là, au début, ça commence par une bagnole et effectivement, on peut deviner en voyant cette scène-là qu'à la fin, cette même violence va plus être appliquée sur une bagnole, mais sur autre chose. Et c'est assez bizarre, ce terrain-là sur lequel il joue, parce que forcément, au bout d'un moment, il va être justement presque, il va décontenancer même les forces de l'ordre à certains moments par sa gentillesse, quoi, quelque part, son sa bonhomie, son self-control et aussi les principes qu'il peut avoir, les principes qu'il peut avoir aussi, sa moralité de bandit, de genre non, je ne dénoncerai pas, je vous dirai rien, donc moi je vais son encaisser mes 5 aussi, ans. Il apparaît comme quelqu'un vraiment très intelligent. C'est ça, c'est pas un face à face avec un flic que je trouve très très chouette, où il a une vraie discussion avec un flic et le flic lui dit mais de temps en temps ça m'arrive de me retrouver face à un type comme toi qui pourrait très bien être à ma place. C'est-à-dire, tu pourrais très bien être un flic, t'es un patriote, t'es intelligent, je vois bien que t'as un sens moral qui est important. Mais tout en après le film montre bien cette contradiction, ça lui dit mais a priori t'as peut-être pas vu une nana de 14 ans défoncée au cristal meth que tu deals toute la journée pour te payer ta grosse maison. Donc il y a un truc comme ça qui est hyper étrange. Idéologiquement, c'est presque très étrange parce que et presque peut-être trop ambigu si on doit mettre une limite au film, parce que c'est clair et net que le bonhomme, le film nous invite à avoir une immense sympathie pour le bonhomme
homme du fait que c'est un homme à principe et qu'on voit bien qu'il est très attaché à certains principes de moralité, mais aussi des principes de sa faut famille. Pas aller plus loin, C'est ça. C'est que voilà, il faut qu'il ait sa grosse baraque, il faut qu'il s'occupe de sa femme. Il est absolument éperdument amoureux de sa femme. Il lui redonne une seconde chance. Tu dis ouais, il est super sympa. Il a sa femme enceinte. Il a envie d'avoir sa petite fille. Et c'est un type qui a conscience qu'il n'a pas de chance. Oui. C'est un long dialogue. C'est vrai que tu parlais de Tarantino avant qu'on fasse cette émission. Et c'est vrai qu'on pourrait envisager de comparer à Tarantino, sauf que je trouve qu'ils vont pas chercher les bons mots dans le film. Il y a pas un truc d'auteur. Je comparais ça à Tarantino, mais comme j'aurais pu comparer ça plutôt à un mec comme Shane Black, qui est donc l'auteur des Larmes fatales, un des mecs du cinéma d'action des années 80, qui a introduit, qui a contribué à rendre un peu majoritaire cette approche un peu fun du film d'action, le punchline, le côté généreux du truc d'action, le côté voilà, vous êtes un nouveau spectateur, on sait très bien pourquoi vous êtes venu là, on va pas s'embarrasser de discours sociaux, on va vous montrer de la vraie bagarre et on va être généreux là-dedans. On sent que le film, le cinéaste écrivain a une approche du genre comme ça. Il sait très bien à quel spectateur il s'adresse, qu'il va leur offrir ce pourquoi ils sont venus, il va aussi leur offrir de la surprise d'avoir des choses pour lesquelles ils ne sont pas venus et du coup créer vraiment un truc très très surprenant. Mais il y a un rapport au cinéma qui est de l'ordre un peu du fun et du cool. C'est pour ça que je citais que ce soit Shane Black ou Tarantino. On n'est pas du tout dans une série B telle que ça a été conçu dans les années 50 aux États-Unis. C'est pas du Don Siegel, c'est pas du Aldrich, c'est pas du Fuller, c'est pas un truc sec qui va directement à l'essentiel, qui est collé à ses personnages. Il y a aussi un rapport, on sait très bien que nous sommes dans du cinéma et que vous êtes aussi venus là pour voir de la bagarre et que je vais vous montrer une bagarre et qui sont très chorégraphiées, qui sont chorégraphiées de façon très spéciale parce que moi je me rappelais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des bagarres aussi bien et en même temps c'est des bagarres qui sont justement chorégraphiées sur on-set quoi, mais pas du tout par la caméra parce qu'au contraire c'est des bagarres qui sont filmées comme la bagarre mémorable de The Live, Invasion Los Angeles de John Carpenter, c'est-à-dire plan large, bagarre et on voit les types se taper dessus. Donc les mecs, la chorégraphie c'est vraiment sur le plateau quoi et c'est hyper appréciable de voir ça. C'est rare, c'est extrêmement rare. C'est très rare, on voit quasiment plus ce genre de truc. C'est hallucinant à quel point c'est il a une caméra qui ne bouge pas, mais même en règle générale dans tout ce film, c'est-à-dire qu'il va pas changer non plus sa mise en scène forcément pour les scènes de bagarre justement. Il sait comment placer sa caméra, il la place très très bien et à partir de là justement il laisse une vraie place aux acteurs aussi. C'est peut-être pour ça justement qu'un type comme Vince Vaughn ou même les autres acteurs à part peut-être Don Johnson qu'on fait un peu trop, mais c'est voilà. Mais tu crois exactement à tout ce qui se passe, y compris quand c'est cartoonesque, parce qu'il y a des scènes de gore qui sont complètement cartoonesques du coup, scènes de bagarre qui sont voilà. Mais parce que c'est là que je voulais en venir. On parlait donc du coup voilà de ce côté cool. Il n'y a pas que ça dans le film. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on trouve ce côté cool. Ça m'a intéressé de voir que lui, son réalisateur préféré, celui qui cite, c'est Sidney Lumet. Et c'est vrai que tu peux retrouver ça aussi dans une forme de mise en scène, justement, de bien placer sa caméra, de ne faire des mouvements ou de déplacer uniquement quand c'est utile, quoi. Et aussi du coup du Mel Gibson, c'est une évidence pour moi quand même dans sa façon de montrer justement cette violence, y compris même dans certaines thématiques de l'homme qui est plongé dans l'enfer, ça. Et ce mélange des trois pour moi est assez nouveau quand même. Ouais, moi j'ai pas l'impression d'avoir vu ce truc-là, enfin en tout cas de récemment, non, j'ai pas vu forcément. On va souvent à la pêche à chercher essayer de trouver des séries B parce que c'est toujours assez un peu désespérant les films d'action qu'on voit en salle, qui sortent en salle. En général, ça nous déçoit souvent, donc on va chercher dans les DTV ou les petites curiosités. À part John Wick 2 qui était bien. C'est aussi décevant où il y a des trucs. Moi, John Wick, par exemple, je suis pas du tout fan de ça, quoi. Je trouve ça chiant. Je trouve ça assez sans. Il y a aucun enjeu là-dedans. Là-dedans, moi, j'ai l'impression dans Brown, je vois quelque chose que je me rappelle pas avoir vu quelque part. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre ce mélange qu'il fait parce que en repensant au film tel qu'il est structuré, on a quand même l'impression d'avoir ce bloc de personnages qui est assez immuable de bout en bout. Il nous
est posé comme un mec de principe jusqu'au bout, même s'il est obligé de jouer un rôle pour obéir à ses principes et du coup il apparaît comme un psychopathe pour faire peur, mais c'est un rôle, c'est montré comme un rôle qu'il doit jouer. Et en fait, il traverse le film comme différents tableaux, hein, en fait. C'est au début, il est dans le tableau des prolos, après il est dans le tableau des trafiquants de drogue, après il est dans le tableau du prisonnier dans une prison normale, et après ça arrive dans un truc complètement frappadingue d'une prison soi-disant américaine, mais qui a priori, j'ose espérer, n'existe pas, et qui est clairement montrée comme une prison. Et c'est intéressant de faire apparaître le personnage de Johnson qui est un peu justement qui est over the top, dans cette prison qui elle-même l'est, et vraiment la progression, cette descente aux enfers dans quelque chose justement de complètement pas cartoonesque, mais en tout cas vraiment fantasmagorique. Et moi je trouve très bien mené, quoi. Ouais, carrément, parce que dès le départ il nous a attachés au personnage justement. Tu vois bien que de toute façon c'est aussi un cinéphile. Il convoque deux acteurs qui sont très riches dans l'univers qu'il ramène avec eux. Hein. C'est Udo Kier et Don Johnson. Et forcément, Udo Kier va ramener cette sorte de perversité qui a été attachée à tous les rôles qu'il a incarné à l'écran. Et Don Johnson, ce côté, le badass texan. T'as ce truc là qu'il peut avoir, et que quand ça arrive dans la prison, oui, t'as ce côté, d'un coup on va être dans le cinéma, on va être dans un truc, même quand il arrive dans les scènes et tout ça, où que t'as le trafiquant de drogue qui est là, tu dis que c'est complètement irréaliste. D'un coup on est passé d'un début presque social, d'un mec qui se fait virer pour des raisons économiques de son petit garage, c'est traité de façon très réaliste avec presque des raisons économiques qui sont données, et puis ça arrive dans un truc complètement fantasmatique d'un territoire de prison, du film de prison, où là on voit qu'il veut explorer le genre, quoi, le film de prison. Et d'ailleurs qui est un très bon moi au départ, parce que comme on l'a dit, il y a plusieurs prisons. La première séquence dans la première prison, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une d'aussi belle séquence de prison, à vraiment voir le type qui découvre tout cet univers. Et on est avec lui, évidemment, on découvre tout cet univers, et on a tous les détails, absolument tous les détails. T'as quelque chose, en effet, de presque pas documentaire, on est loin du documentaire, mais le moindre détail, on découvre vraiment tout cet univers. Ouais, il fait fructifier tout ça. On voit que c'est vraiment du très bon du très bon boulot de scénariste aussi, quoi. On voit très bien que il y a tout ce qu'il faut en termes de scénario. C'est aussi savoir piquer des petits éléments de réel pour faire fructifier un petit peu ta fiction quelque part. Et là, tu vois bien qu'il arrive à faire ça, quoi. Et ça marche à fond. Et moi, je suis presque surpris, je reverrai ce film, et je suis presque surpris d'avoir trouvé ça si bien, parce que justement c'est aussi un film assez long et lent aussi, et dans son rythme, je veux dire, il a un rythme très particulier, ce film. sans le faire pour bien sûr, en fait il a un rythme extrêmement particulier, ce film, mais qui fonctionne qui est très rare bien de voir. C'est pas du tout et là je parle de rythme, c'est pas un rythme rapide, pas du tout. C'est vraiment le truc. Voilà, donc Brawl in Cell Block 99 de Steven Craig Zahler, dont on reparlera de toute façon à la J'espère bien qu'on en parlera en bien. Drag Across Concrete. Voilà, moi aussi évidemment, j'espère que vous pourrez retrouver à Los Angeles. On va faire une pause d'un extrait de Notorious, Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, donc un film de 46, si je dis pas de bêtises, ou 48. 46, je crois. Voilà, qui est présent dans le coffret Hitchcock chez Carlotta, dont Antonin va nous parler juste après. Alicia, what's wrong with you? I'm so glad you came. I had to. I couldn't stand anymore, waiting and worrying about you. That wasn't a hangover you had that day. You were sick then. What is it? Yes, I was sick. What's wrong with you, Alicia? Oh, Dad. What is it, dear? What's wrong with you? They're poisoning me. I couldn't get away from them. I tried, but I was too weak. How long? Since the party. Alex and his mother found out. Come on, try and sit up. Sit up. I've got to get you out of here. I thought you had gone. No, I had to see you once speak my piece. I was getting out because I love you. I couldn't bear seeing you and him together. Oh,
Why didn't you tell me before? I know, but I couldn't see straight or think straight. I was a fat-headed guy full of pain. It tore me up not having you. Oh, you love me. You love me. Long ago, all the time since the beginning. C'était donc un extrait des Enchaînés Notorious d'Alfred Hitchcock, présent dans le coffret Ultra Collector Hitchcock sorti chez Carlotta. Et Antonin, à toi la parole, bien évidemment. Donc ouais, c'est un des coffrets forcément qui sortent parce que vous n'êtes pas sans parce que c'est savoir Noël. que voilà, il y a des fêtes qui approchent, donc forcément tous les éditeurs de DVD, Blu-ray sont en branle-bas de combat à sortir des tas de gros objets qui coûtent très cher, et notamment Carlotta parce qu'ils nous sortent ce coffret Hitchcock qui comprend donc 4 films, il comprend Rebecca, La Maison du Docteur Edwards, Le Procès Paradine et Les Enchaînés, qui sont les 4 premiers films de le début de la période américaine d'Alfred Hitchcock suite à son exil de l'Angleterre, sachant qu'il cherchait à quitter l'Angleterre parce qu'il avait des structures de production un petit peu trop étriquées par rapport à ses ambitions, mais bon, j'y reviendrai. Et donc c'est les 4 premiers films parce qu'il est appelé par David O. Selznick, qui est un producteur absolument légendaire et primordial dans l'histoire du cinéma américain, qui l'appelle, qui lui fait signer un contrat pour plusieurs films. Alors là, l'Ultra Collector, ça a fait Selznick, pour ceux qui a produit juste avant Tourne au porte-le-vent. Voilà, c'est ça, ouais. Cet Ultra Collector, voilà, de Carlotta, moi j'aime bien, enfin de faire des analyses industrielles, mais c'est très drôle. En fait, le marché du DVD et Blu-ray en ce moment, c'est vrai que t'as l'impression que c'est tellement l'horreur totale, ça se vend tellement plus que les éditeurs se concentrent vraiment leurs efforts sur des gros objets en général assez chers qui s'adressent vraiment à une niche, qu'ils sortent en édition limitée. Et quand on parle d'édition limitée, on parle de 3000 pour ces trucs-là, et en général même ces 3000 là ne partent pas en fait. Donc tu dis ça n'intéresse plus grand monde. Là, les Ultra Collectors, effectivement, sont plutôt chers. On parle de bouquins qui sont de films qui sont à la fois en DVD, en Blu-ray, avec en plus un bouquin. Alors en général, leurs éditions, c'était des éditions à 60 balles. Il y a eu Phantom of the Paradise, il y a eu Body Double. On en a parlé de la plupart. On les a parlé de la plupart. On a dû ne pas parler de genre du film avec Little Big Man, The Burbs de Joe Dante. Et c'est vrai que là, en cette fin d'année, ils sortent 2 Ultra Collector. Ils sortent l'Ultra Collector qui est pour Police fédérale Los Angeles, dont il s'était occupé, je crois, de la ressortie en salle, et celui de Hitchcock. Alors, celui de Hitchcock avait fait un petit peu parler de lui sur les réseaux sociaux à l'annonce de la sortie de ça, parce que il est quand même à 100 balles les 4 films, contrairement aux 60 balles pour un seul film. Et c'est vrai que pour 4 films, ça paraissait complètement aberrant à des gens de payer 100 balles pour 4 films, ce qui paraît en fait quand on se remet en perspective l'histoire du DVD, tu dis ouais, non, c'est pas si cher que ça finalement. Enfin, moi-même jamais j'irais foutre 100 balles là-dedans. Ça fait plus de 600 francs quand même. Non, mais c'est hyper cher, mais moi jamais j'irais mettre ça. Mais en fait, tu te dis juste il y a 4 films quand même, et puis il y a un gros bouquin, il y a un travail éditorial et tout ça qui est fourni. Mais voilà, ça paraît moi en fait c'est quelque chose qui ne me gênerait pas si jamais le travail éditorial était à la hauteur. Là, je trouve que pour les Hitchcock, c'est plutôt à la hauteur, et je mettrais ça justement en rapport avec celui de Police fédérale, où moi ça fait quelques temps où leurs éditions, des fois même je suis toujours content, j'en ai acheté plusieurs et je les trouve top, mais je trouve qu'il y a un petit manque dans le sens où le travail éditorial qui accompagne les films en général n'est pas d'un niveau excellent. J'aurais aimé en fait qu'ils poursuivent pour leur premier opus, c'était Body Double, où ils avaient traduit un livre de making of. J'avais pas mal de réserves sur ce livre-là, mais ça me paraissait vraiment un plus total d'acheter ce coffret-là pour avoir un bouquin absolument inédit, un bouquin qui était sorti aux États-Unis à la sortie de Body Double, et qu'ils traduisaient pour l'inclure à côté du film. Là, je me disais voilà, là c'est intéressant. Après, ils se sont quand même plus axés sur un travail d'archiviste où ils allaient collecter différents articles parus dans les cahiers positifs, la revue du cinéma, sur le film en question, où là je me disais voilà, après qu'est-ce qui peut justifier pour l'année du dragon par exemple. Pour l'année du dragon, c'était vraiment ça qui avait l'intérêt aussi de restaurer un film quand même. Il y avait un travail de restauration. Mais de toute façon, après ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces films là sortent aussi en édition unitaire, qui sont à 15 balles, 20 balles, voilà. C'est la question, c'est vraiment ces coffrets là, quelle est la valeur ajoutée là-dessus. Là, je pense que pour Police fédérale par exemple,
Ils ont commandité plusieurs textes à une revue, la 7e Obsession, que moi je porte pas spécialement dans mon cœur. Je trouve ça plutôt chiant, enfin un peu au niveau positif, un peu chiant. Et pour accompagner le truc de Police Fédérale, moi qui est un film que j'adore, auquel on avait consacré une émission entière. Là, bon, après pour avoir lu quelques textes, je me dis bah oui, ça sent la commande, ça sent le truc un peu universitaire, un peu thématique et tout. Alors même une approche purement archiviste sur le film, de sortir les articles, sortir même des articles négatifs, et surtout qu'en plus qu'on sait sur ce film, le truc de Starfix par exemple. Oui, par exemple, il y a ça sur ce film-là, il y a un article de cinéma un peu culte qui est une analyse plan par plan de la séquence de poursuite qui avait été publiée dans le magazine Starfix. Bah, ça aurait valu vraiment le coup de le reprendre dans le truc, dans une bonne repro, plutôt qu'on ait à le lire dans des fichiers JPEG un peu moisis sur des forums sur internet. Ça aurait été pas mal. Alors concernant le Hitchcock, il y a un mix entre des textes commandés et des textes d'archives, et vraiment un gros travail d'archiviste, puis même en termes de photos et tout ça, c'est délirant. Mais vraiment il y a quand même, moi ce que j'aime avec ces éditions là, et que c'est pareil pour les éditions de Wildside, la fameuse édition où ils sortent un bouquin à chaque fois, c'est que voilà, tu vois les films, après tu lis, que ça soit du travail journalistique ou du travail d'analyse, tu vis avec le film pendant longtemps après, parce que t'as beaucoup de lectures là-dessus, et en général, voilà, t'as des mises en perspective, t'as le truc qui sont contemporains de la sortie du film, des trucs, un regard rétrospectif dessus, c'est plutôt intéressant. Là, je trouve que sur le Hitchcock, ils font vraiment un bon travail. Dans tous les articles commandés, il y a une interview de Jean Douchet, qui est un des spécialistes Hitchcock, qui est vraiment très très bien, et beaucoup de textes vraiment passionnants, et qui reviennent entre autres sur une des fausses, évidemment Hitchcock, c'est assez dur d'en parler parce qu'évidemment beaucoup de choses ont été dites, hein. C'est sûrement un des auteurs de cinéma sur lequel le plus de textes ont été écrits là, et particulièrement même par Hitchcock lui-même, parce qu'un des plus grands livres de cinéma, c'est évidemment le Hitchcock Truffaut. Et dans le Hitchcock Truffaut, donc les interviews de Alfred Hitchcock par François Truffaut, Hitchcock lui-même est revenu sur l'horreur qu'a été sa collaboration avec Selznick, sa première, il a quitté l'Angleterre. Sachant que Selznick lui-même du coup a écrit aussi, quoi. Oui, il a écrit. En fait, Selznick, on connaît aussi ce qui. Il y a les deux points de vue, non mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est vrai que l'histoire du cinéma, en général, maintenant, on sait que Selznick c'était effectivement un tyran, mais c'est assez marrant en plus de voir ça aujourd'hui, c'est que c'est un producteur au sens premier du terme, mais extrêmement interventionniste, mais qui cherchait la qualité aussi, hein. C'était pas un producteur qui cherchait à faire des économies partout ou je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui cherchait la qualité, qui avait une vision peut-être un petit peu très différente d'Hitchcock, mais qui allait chercher des talents. Je pense que maintenant les producteurs en ce moment, j'ai pas l'impression qu'ils aillent chercher des talents. Je vois pas même les Arnold Milchan, les Scott Rudin et tout ça, tu te dis ces mecs-là, ils doivent avoir du mal à travailler maintenant. C'est des producteurs qui ça date d'il y a 20 ans, hein, leur truc, hein, leur film, mais maintenant même eux, tu vois moins leur nom générique, tu te dis mais ils doivent avoir vraiment du mal à travailler, aller chercher des nouveaux talents de mise en scène pour aller les mettre dans le cinéma américain et à influer un peu sur leur travail pour leur dire bah voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça va être commercial, ça c'est pas bien, mais ça je te permets de le faire. Là, Selznick, c'est une figure centrale qui est effectivement un tyran, hein, probablement c'était le mec qui a fait Autant n'importe le vent, où il y a peut-être 5 réalisateurs qui sont passés derrière. Donc il va chercher Hitchcock dans le bouquin de Truffaut. Hitchcock revient beaucoup sur c'était insupportable, il a voulu me briser toutes mes ambitions plastiques et puis faire ça un petit peu à la sauce hollywoodienne. Le travail éditorial fourni par Carlotta là-dessus, avec à travers tous les textes, reviennent beaucoup sur l'apport aussi énorme de Selznick sur le cinéma d'Alfred Hitchcock, où dans sa période anglaise, effectivement, Hitchcock était déjà reconnu commercialement comme un grand maître du suspense, avec des mécaniques scénaristiques et des mécaniques de mise en scène hyper fortes, et Selznick lui a apporté tout ce qui était de l'ordre du romanesque, de l'ordre de l'émotion quelque part, quelque chose avec un peu plus de corps et un peu moins le truc de Hitchcock, très mathématique, très cinématographique, mais au sens presque technique, mathématique du terme, vraiment. Et il lui a vraiment permis d'atteindre un truc trop cadré, enfin ce truc-là. Et Selznick, l'école Selznick, pour lui, a pu lui apporter beaucoup de choses qui ont donné après toute la succession de chefs-d'œuvre de sa période américaine qui sont parmi ses meilleurs films. Alors du coup, tous les textes, il y a beaucoup de textes là-dessus dans cette édition-là qui sont absolument passionnants. On sait que Selznick aussi était paru
en bouquin tous ces mémos, c'est délirant de voir ça. Hein. Selznick, c'était quelqu'un qui... C'est un peu lourd à écrire, mais c'est à lire, mais c'est assez fascinant. C'est fascinant parce que tu vois la vitesse de pensée des bonhommes. En fait, tu dis c'est des mémos, c'est les petits textes que s'envoyaient les producteurs ou les différents intervenants d'un film entre eux pour des observations sur des films en cours, que ce soit à l'étape du tournage, du montage, etc. Et en fait, les mémos de Selznick sont hyper précis et hyper, ils sont vraiment sur des actes très particuliers. Où tu vois qu'il y a vraiment une pensée du cinéma, même si c'est très lourd, parce que c'est très professionnel. Tu vois bien que c'est des trucs très pratiques. Ils rentrent dans le détail, mais tu vois que les mecs, et à tous les niveaux de la production d'un film, c'est-à-dire que ce soit le casting, l'écriture, le tournage, la mise en scène, la production, comment vendre un film, il revient absolument sur tout. Et c'est vrai, comme tu dis, il contrôle absolument tout. Il était absolument taré à ce niveau-là, quoi. Ah ben il y a de ça là. Il y a vraiment ce truc-là. On sait que maintenant, vu que toutes les petites histoires sont tombées, que le mec était vraiment fou complètement. Enfin, il carburait pas à la coke, mais à la benzédrine, sûrement, un truc comme ça. Et le mec, il dormait jamais, probablement, quoi. Il a toujours vouloir travailler sur 10 milliards de projets, à vouloir surveiller absolument tout. Donc Hitchcock, lui, se prononçait pas mal là-dessus. Alors après, il y a les films. Moi, je sais que Hitchcock, forcément, comme beaucoup de cinéphiles, quand tu commences à t'intéresser au cinéma, Hitchcock, c'est un peu le metteur en scène le cinéaste des cinéastes, quoi. Enfin, c'est quand on pense à l'idée de mise en scène, il y a toujours Hitchcock qui va être accolé à ça. C'est quelqu'un qui a fait qui a fait école, évidemment, quelqu'un qui a un point cardinal de l'histoire du cinéma sur une certaine vision du créateur du cinéma moderne. Ouais, cinéma moderne et plutôt cinéma, moi j'aurais tendance à dire que c'est le cinéma de la mise en scène, qui est une veine du cinéma qui va courir pour des mecs comme De Palma, comme Spielberg, comme George Miller, des gens où ça c'est Truffaut qui le dit très bien dans ce bouquin-là. En fait, quand Truffaut avait déjà rencontré Hitchcock, alors avant même qu'il ait réalisé un film, il me semble, il avait interviewé Hitchcock en compagnie de Claude Chabrol pour les Cahiers du cinéma. Et après 3 films, donc je pense que c'est après Tirer sur le pianiste ou peut-être après Jules et Jim, Truffaut se dit moi je vais maintenant employer un peu de mon temps pour faire un bouquin sur Hitchcock. Et la lettre qu'il envoie à Hitchcock pour le convaincre de se livrer à l'exercice de l'entretien sur une très longue durée, il lui demande à peu près 60 heures d'entretien. C'est ce que je pense, c'est que là on est en 60, le cinéma à cette époque-là en 60, il est parlant depuis 30 ans. Il lui dit si jamais le cinéma devait redevenir muet, il ne resterait personne, peut-être à part vous. Et c'est ça que j'entends, moi, évidemment, par mise en scène, c'est que Hitchcock, il fait école, et c'est une référence, un point cardinal, c'est que c'est un des types qui raconte les histoires uniquement par les images, des motifs, des sons éventuellement, mais où finalement très peu d'informations, dans son meilleur, dans les meilleurs films d'Hitchcock, très peu d'informations passent par les dialogues. Là, on va parler tout à l'heure des Enchaînés. Les Enchaînés, c'est un film qui parle d'espionnage, justement, de sujets qui sont complexes. Ça c'était de toute façon un truc qu'on évoque souvent à cette émission. C'est qu'il y a des fois, on peut se dire, c'est un reproche par exemple qui a été fait à Mad Max Fury Road. Le film, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de dialogue, c'est rien. Mais c'est un scénario qui est plutôt complexe et qui pourrait très bien se passer de dialogue. Quand on prend Les Enchaînés, là c'est un récit d'espionnage, tu dis un récit d'espionnage qui passe sans dialogue. Quand tu vois les films d'espionnage qui sortent maintenant, je parle pas des James Bond, mais plutôt les films La Taupe et compagnie, c'est des films qui sont extrêmement bavards, qui ne peuvent pas ne pas avoir recours au dialogue tellement ils sont assez complexes dans leur truc. Les Enchaînés, c'est un récit d'espionnage, il y a du dialogue, mais si tu supprimes les dialogues, tu comprends absolument tout. Dans le meilleur Hitchcock, vraiment brillant. C'est vraiment brillant. Enfin, les Enchaînés, c'est vraiment un film, c'est parmi ses meilleurs, avec pour moi, à mon sens, Vertigo ou Psychose. Mais c'est vraiment Les Enchaînés. J'ai pas l'impression que ça soit le plus réputé. Forcément, Hitchcock, j'ai l'impression que pour nos contemporains, on cite beaucoup Les Oiseaux, Psychose, Fenêtre sur cour ou Sueur froide. Alors que Les Enchaînés, ce que je peux comprendre, moi, j'ai démarré, moi Les Enchaînés, je l'ai revu là pour l'émission, j'avais pas vu ça depuis très longtemps. C'est vrai que moi je suis beaucoup plus attaché à une seconde période de Hitchcock qui est visuellement plus attractive aussi. Faut être honnête, c'est un autre format d'image, c'est pas forcément la couleur. Psychose par exemple, il y a pas de couleur, mais il y a quelque chose de l'image qui a dépassé le cadre du cinéma des années 40. Mais je pense qu'en fait c'est juste qu'en fait c'est beaucoup plus spectaculaire après. C'est qu'aussi Hitchcock il invente un peu aussi ça. Il invente aussi
cinéma d'action, la mort aux trousses, la mort aux trousses, c'est ça. Il invente enfin c'est pas qu'il l'invente, mais en tout cas il accompagne une évolution du cinéma américain. Et il la tire avec lui vers une approche très spectaculaire. La mort aux trousses, c'est clairement ça. Avec Psychose, il invente le film d'horreur. Voilà, il invente une approche très très attractive du cinéma. Alors que Notorious, c'est un film qui est scénarisé par Ben Hecht. Ben Hecht, c'est le scénariste des premiers Hawks, des premiers des Billy Wilder, de Lou Beach, de Wellman. Voilà, on est déjà, enfin c'est un des très grand écrivain de l'histoire du cinéma américain. Enfin, quand on regarde sa filmographie en tant que scénariste, c'est juste hallucinant. C'est vraiment un scénariste incroyable. Mais on est clairement dans une école qui est celle d'un cinéma hollywoodien plus classique, antérieur aux années 50, quoi. J'ai envie de dire, où d'un coup il va y avoir la concurrence de la télé, où d'un coup il faut faire valoir le cinéma en termes de mise en spectacle. Et c'est ce cinéma de Hitchcock qui, du coup, vraiment, aujourd'hui, en tout cas, évidemment, est reconnu par les cinéphiles de notre génération. Ouais, c'est ça. Je pense. Je peux le comprendre, évidemment. Oui, bien mais sûr. Quand on revoit, je vais te laisser, mais quand on revoit Les Enchaînés, on se rend compte que, en termes de mise en scène, et comme tu le disais, c'est, moi, je trouve ça exceptionnel. Là, Les Enchaînés, c'est vraiment, et je sais que dans le bouquin de Hitchcock Truffaut revient beaucoup là-dessus. Il dit que voilà, c'est son film préféré d'Hitchcock. Quand il interviewe Hitchcock, il l'a fait, ça s'arrête aux oiseaux, il commence à l'interviewer au moment des oiseaux. Il dit que c'est son film préféré, c'est le film le plus pur Hitchcock movie. Il lui dit voilà, c'est là où on se dit c'est hallucinant, la pureté du style, la simplicité du style, et en même temps la sophistication du style, c'est incroyable. Je pense qu'en termes de cinéma, je sais que dans les bonus du DVD, il y a aussi Nicolas Saada qui parle très bien de cinéma, et je pense qu'il faudrait l'interviewer sur plein de bonus DVD. Il était déjà intervenu sur leurs éditions de Fleischer. Il est très très bon. Nicolas Saada lui dit ouais, c'est son film préféré. Quand il sait plus trop ce qu'il va faire, quand il a des doutes et tout ça, il re-regarde ce film. Nicolas Saada avait lui-même fait un film très inspiré par Les Enchaînés, qui était Espion, avec Guillaume Canet, que moi j'avais plutôt bien aimé. Je n'ai pas revu, mais c'est pareil. Notorious, c'est un film qui est extrêmement séminal. Il a donné plein de choses. Je sais que t'as dans Mission Impossible 2, c'est pompé là-dessus. Tu vas avoir plein de choses qui vont être pompées là-dessus. Ce qui est très drôle aussi, pareil dans les bonus, tu vas avoir un truc que moi j'avais déjà remarqué, mais qui est assez hallucinant. C'est après la suite de la carrière de François Truffaut, à partir du moment où il a interviewé Hitchcock, ça va donner la peau douce. Et la peau douce de Truffaut, faut voir ça. C'est déjà un film assez exceptionnel, et je suis pas un très grand fan de Truffaut, mais c'est un film vraiment Hitchcockien. On sent que l'idée de la mise en scène de Truffaut a été influencé par les entretiens qu'il avait eu Hitchcock, où là d'un coup t'es dans un truc de mise en scène qui est hyper au cordeau, qui va vers la simplicité, toute la métonymie, quelque chose qui va se recentrer sur des motifs très simples qui vont vouloir dire beaucoup de choses qu'on va retrouver voilà chez tous les disciples d'Hitchcock, chez Spielberg en particulier, où il y a ça, cette sorte de savoir, tu sais pas si c'est inné ou je sais pas quoi, de je parle cinéma. De toute façon, c'est très dur d'arriver à ce point-là. Il faut vraiment, je pense que là il y a une part de génie. Et c'est assez drôle en fait de voir tous ces films aussi ensemble, parce que moi Hitchcock, moi c'est dans mon panthéon personnel, mais je n'aime pas tout. Par exemple, il y a des films dans ces 4 films là. Rebecca par exemple, qui est un de ses grands classiques, c'est un film très réputé d'Hitchcock, qui est divisé pour moi en 3 parties assez clairement. Les 2 premières parties, je trouve ça exceptionnel. Rebecca, on est dans pur Hitchcock, dans le sens où c'est encore un truc de nécrophilie, d'une nana qui est complètement ensevelie dans sa personnalité même, dans son amour naissant, son nouvel amour et son nouveau mariage. Elle est complètement ensevelie par une image écrasante de Rebecca, l'ex de son nouveau mari. C'est Vertigo, mais du point de vue de la femme. Ouais, il y a un peu de ça. Enfin, on voit bien qu'il y a une thématique très forte, qui est issue du puritanisme d'Hitchcock, de sa peur absolue des rapports amoureux et tout ça, qui irrigue toute son œuvre, et qu'on voit très bien que là, dans Rebecca, dans les 2 premières parties, c'est hallucinant à quel point c'est parlant. Mais la dernière partie de Rebecca, moi, à mon sens, tourne dans un écueil qui pourrait être bizarre pour Hitchcock, c'est-à-dire un écueil un peu explicatif, où on vire dans une sorte de film de procès. Là, d'un coup, ça parle beaucoup. Je trouve que ça vieillit beaucoup plus mal, parce que aussi, on est aussi à l'après-guerre, le moment où la psychologie s'empare un petit peu. Rebecca, c'est l'après-guerre, c'est pas 41. Rebecca, ça doit être. On est pendant la guerre, mais le moment où t'as vraiment la psychologie qui envahit tout le cinéma américain. Oui, ça va être après, dans 8 ans plus tard, il va y avoir tous les trucs de Tennessee Williams,
Williams, les trucs de Kazan. Des fois, il y a la maison Edwards aussi, la maison Edwards, pareil. La maison Edwards, là c'est radical. Moi, pour moi, et dans ces 4 films-là, ce pourquoi 100 € ça fait un peu mal, c'est aussi que la maison du Dr Edwards ou le procès Paradine sont vraiment clairement pas des très très bons films. C'est des films qui résistent assez mal au temps. Je pense que quand tu es fan d'Hitchcock, tu y trouves ton intérêt, parce qu'il y a des scènes qui sont brillantes aussi, mais par contre c'est des films qui vieillissent assez mal. La maison du Dr Edwards, on est clairement devant un film hollywoodien qui découvre Freud en gros, qui se passe dans un asile c'est un asile psy où il y a des psychothérapeutes qui disent ben je pense qu'on peut guérir les gens par la pensée et par la thérapie de la parole. Tu dis bah oui forcément, maintenant du haut du 2017 tu dis bah oui c'est normal, et en même temps le film explicite beaucoup de choses et il y a beaucoup d'informations qui passent par les dialogues et c'est chiant pour un spectateur contemporain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi à une sorte de truc très bizarre dans Psychose, qui est un film beaucoup plus tardif d'Hitchcock, où Psychose c'est évidemment un grand film freudien, mais qui se termine, qui est tout est aggloméré au corps même du film. Les 5 dernières minutes de Psychose. Les 5 dernières minutes de Psychose sont juste hallucinante d'explicatif et de chiante, où quand le mec dit bah maintenant je vais vous expliquer ce que vous venez de voir. C'est malheureux, c'est comme la très verrue. Efficace, hein. Mais ça marche, on écoutera un ça extrait, marche parce que ça dure ça. Mais là, je pense on passera l'extrait, je pense de Anthony Perkins dans son asile qui parle de la mouche. Mais non, par contre, la séquence d'avant où t'as justement le psy qui va expliquer aux flics tout ce qui s'est passé. Ah ouais, non, mais c'est insupportable. Pas possible. Et la maison du Dr Edwards, c'est beaucoup ça. La maison du Dr Edwards, il est aussi très réputé parce que c'était Dali, il avait fait, Selznick et Hitchcock avaient fait venir Dali pour réaliser une scène de rêve. Et bah honnêtement, voilà, quand tu vois la scène de rêve, tu dis bah maintenant c'est pareil, Lynch est passé par là. Il y a beaucoup de scènes de rêve qui sont passées par là. Tu dis bah là la scène de rêve elle est juste pas possible. Effectivement tu ne vois que Dali, ça saute comme voilà, ça te saute à la gueule, mais ça ne marche pas. Pour moi ça ne marche pas. Mais voilà, dans ce coffret là il y a quand même Rebecca et surtout Les Enchaînés qui est hallucinant quoi. Quel film. Et moi j'aurais aimé que tu reviennes quand même parce que c'est un débat qu'on a pu avoir. Il nous reste 5 minutes sur est-ce qu'il y a une évolution, par exemple. Moi c'est le rapport de la femme à Hitchcock et justement cette femme objet et ce désir de la femme, parce que dans Rebecca comme dans Les Enchaînés, du coup on a des prémices quand même de ce qui sera peut-être son plus grand machin, à savoir Vertigo qui tourne autour justement du rapport de Scotty James Stewart à cette femme, et voilà. Et déjà dans Rebecca on a ces idées là. Moi ça m'intéresserait quand même que tu reviennes un tout petit peu sur cette question. Il me faudrait 2 heures. Mais non, mais justement. Non mais après c'est comme déjà il y a un truc qu'on peut acter chez Hitchcock. La femme objet, c'est un de ses thèmes. Dans sa pratique, la femme objet n'existe pas. On n'a que des personnages de femmes hyper forts chez Hitchcock. Le personnage d'Ingrid Bergman est hyper fort. Le personnage de Carlotta, incarné par Kim Novak dans Vertigo, est hyper fort. Le sujet de ces films, c'est clairement des mecs qui ont un problème avec les femmes et qui elles ne voient les femmes que sur un piédestal, ne voient les femmes que dans l'image qu'ils aimeraient qu'elles renvoient ou qu'elles renvoient réellement. C'est le thème de Notorious, Les Enchaînés, c'est ça. Le Cary Grant le dit clairement dans le film. En plus, il lui dit mais moi j'ai peur des femmes, ce qui est clairement le cas de Hitchcock. On le voit aussi dans Les Enchaînés, dans le rapport de la mère du méchant, qui est un personnage de marâtre juste délirant, où tu vois bien le rapport qu'Hitchcock pouvait avoir peut-être à sa mère ou en tout cas aux femmes de façon générale, mais le rapport que Cary Grant peut avoir avec Ingrid Bergman, de peur panique de cette notoriété de Ingrid Bergman qu'elle peut avoir, c'est-à-dire d'être une fille facile, d'être une Marie couche-toi là, d'être quelqu'un qui donne ses sentiments trop facilement, peut-être qui s'épanche, alors que lui c'est un professionnel, méthodique, qui pense à son boulot, qui pense à l'utilité des choses, à l'utilité que cette personne va avoir pour son patriotisme, mais qui va finalement tomber amoureux d'elle malgré cette image qu'il peut avoir. Ça, pour moi, je peux y voir une évolution, parce qu'il y a une évolution de plus en plus malade dans son cinéma, parce qu'évidemment, ça va culminer avec Vertigo, qui est presque pour moi le film le plus incroyable sur le désir amoureux malade
particulièrement d'un point de vue masculin, je pense, quelqu'un qui est incapable de tomber amoureux d'une personne réelle, mais qui n'est capable que de tomber amoureux d'un fantasme, c'est-à-dire d'un mort, d'une morte. Dans le film, c'est clairement ça, c'est le plus grand film de nécrophile possible, et ça va aller de plus en plus malade jusqu'à des films parfois assez ratés, chez Hitchcock. Marnie, par exemple, c'est assez raté, mais ça manipule les mêmes sujets. Des gens qui sont toujours prisonniers aussi de l'image qu'ils leur renvoient, et ça c'est aussi vrai pour les personnages masculins. Ça rejoint la thématique du faux coupable qui est très présente chez Hitchcock, des bonhommes que tout le monde va voir comme quelqu'un, alors que non, ils sont quelqu'un d'autre, et ils sont pris au piège de l'image qu'on a voulu leur coller dessus. Ça va rejoindre des tas de préoccupations sociales, des préoccupations de genre, des préoccupations de conflits entre les genres, mais c'est quelque chose qui va courir pendant toute son œuvre, et qu'on trouve déjà dans Les Enchaînés, mais à travers une histoire d'amour qui est pour le coup hyper belle, quoi. Et c'est surtout c'est le plaisir du cinéma qui est réalisé par un peu des puritains qui ont une idéologie puritaine. C'est que là, il y a rien dans Les Enchaînés quelque part en termes de sexe et tout ça, mais ça pue le sexe tout le temps, quoi. C'est vraiment ça. Il était connu pour avoir défié la censure, justement. Voilà, ça c'est l'anecdote connue du mec, le code ACE à l'époque là qui interdit les baisers de 3 secondes, et qui se permet de faire un baiser de 2 minutes, mais entrecoupé à chaque fois de pauses de 2 secondes. Comme Rebecca pouvait revenir sur un amour lesbien entre la servante, et puis ça on le retrouvait dans le documentaire celui de Closet, je crois d'ailleurs. Voilà le rapport entre la servante et puis. Là c'est incroyable. Bon, donc ce coffret Hitchcock qui est disponible chez Carlotta pour la modique somme de 100 €. Pour le coup, ceux-là, ils seront pas disponibles à l'unité. Mais je sais pas, je crois pas. Et puis en même temps, il y a ce gros coffret avec Police fédérale Los Angeles de William Friedkin, disponible lui à l'unité, dont on avait parlé à cette émission à l'occasion de sa ressortie en salle. J'ai pas encore regardé tous les bonus qui sont compris sur le Blu-ray, mais il me semble que c'est à peu près les mêmes que ceux qui étaient disponibles sur les Blu-ray américains, c'est-à-dire le making of et tout ça. Qui était déjà présent pour Police fédérale, je veux dire, mais par contre pour remettre une couche sur le coffret Hitchcock, c'est vrai qu'il y a le petit documentaire qu'il y a sur le livre Hitchcock Truffaut. J'avais jamais vu ce truc, c'est un vieux documentaire, ça dure 40 minutes, c'est absolument passionnant. Il y a Chabrol qui intervient, il y a un des scénaristes de Truffaut, la fille de Truffaut, c'est hyper émouvant. Chabrol est très intéressant, et je conseille à tout le monde d'essayer de trouver des interviews où Chabrol parle de Vertigo justement, et de la question du point de vue, et comme il considère que les 3/4 des gens qui ont vu le film l'ont mal vu parce qu'ils n'ont pas pris en compte le point de vue, et comme quoi la deuxième partie du film est vraiment, encore une fois, du point de vue de cet acteur, et que non, c'est pas du tout la fille qu'il a vue au début, c'est que vraiment tout est dans sa tête, et qu'il a pas à faire une machination, absolument pas, et que c'est lui qui crée tout du début à la fin. C'est en ça qu'on date souvent l'invention du cinéma moderne à Vertigo, quelque part c'est une date à la fois, c'est l'apogée du cinéma classique et l'invention du cinéma moderne, c'est-à-dire l'espace mental de la rupture du pacte de réalisme avec le spectateur, où on est déjà dans le fantasme. Et Chabrol en parlait très très bien. Voilà. On va se quitter avec un extrait de Psychose dont on parlait tout à l'heure justement. Merci Antonin de nous avoir encore offert ta présence aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur le site de Canal B. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, puisque le Cinéma Mort a une chaîne YouTube maintenant. Ouais. C'est merveilleux. Abonnez-vous. Retrouver des vieilles émissions notamment. Et puis nous on se retrouve très bientôt, notamment pour une émission de fin d'année. Ça sera très très bientôt. On se quitte avec Psychose de Hitchcock. Merci à vous, merci à Canal B. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Sad when a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now, as I should have years ago. He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man. As if I could do anything except just sit and stare, like one of his stuffed birds. Oh, they know I can't even move a finger, and I won't. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see, and they'll know, and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly.